cyanure de potassium, donc c'est du KCN, en excès donne après acidification prudente un composé B dont on donne la formule brute. Donc ce qui est important ici, c'est déjà de bien noter acidification prudente. Donc donner l'équation bilan et proposer un mécanisme pour cette transformation. Pourquoi doit-on opérer prudemment? Donc pour quelles raisons doit-on faire une acidification prudente? Et puis après, à partir de ce composé B, on va synthétiser un composé B' sur lequel on va revenir dans quelques instants avec sa structure de l'hélice. Donc normalement, on part de l'acide chloroacétique. Donc c'est le composé classique qui vient de l'acide acétique. Donc l'acide acétique ou éthanoïque, c'est 2 carbones. Donc chloroacétique, au final, on n'a pas 50 000 positions pour le positionner. Sur ce composé-là, on va faire réagir donc le cyanure de potassium, c'est-à-dire K plus Cn-, donc conduit à un composé B après acidification prudente. Donc au final, que voit-on? Déjà dans le composé, il n'y a plus de chlore. Donc au final, on sait que l'on va dégager le chlore, et donc on va avoir ici tout simplement une attaque nucléophile. Donc comme qui donne après acidification prudente le composé B. D'accord? Donc pourquoi indique-t-on acidification prudente? Pour éviter le HCN, qui est dangereux. Alors effectivement, déjà, première remarque, effectivement, si on met de H+, au final, anhydrique. Pour la petite histoire, il a un parfum d'amande. Donc, lorsque vous sentez l'amande, allez vite vous aérer. Et puis, mais c'est pas la seule raison. On peut hydrolyser la fonction nitrive. Ouais. Le risque, en fait, ici, c'est d'avoir une acidification donc en milieu
l'énol. D'accord? Donc, on est typiquement sur un équilibre cétoénolique. Quel est l'intérêt? Bien, c'est que tout simplement, on va pouvoir protoner ensuite, puisqu'on est toujours in situ, en présence d'acide nitreux. D'accord? Donc, on va pouvoir protoner la fonction hydroxy. Donc, on comprend encore une fois que c'est le départ d'une molécule d'eau qui est recherchée, et donc formation d'un composé suivant, chargé positivement, mais bien évidemment pour lequel on peut écrire des formes mésomères. Typiquement, si vous ramenez ici le doublé, d'accord, je peux écrire une forme mésomère comme ceci. Donc, justifier de la relative stabilité du composé, c'est la question qui vous est demandée, eh bien, il faut écrire les formes mésomères. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres formes mésomères? Oui, il y en a plusieurs. Avec quoi? En délocalisant le doublé non-liant de l'azote, par exemple, et puis aussi avec le cycle. Ouais. Avec le cycle, vous avez plein de formes mésomères. En plus, vous en avez une ici, d'accord, avec le doublé de l'oxygène. Donc, les sels de phényldiazonium sont vraiment des espèces, on va dire, présentant une bonne stabilité, d'accord, tout simplement liées à la présence de ces formes mésomères. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas les écrire, je vous les laisse écrire, mais vous en avez un bon paquet. D'accord? Donc, écrire l'équation bilan de la deuxième réaction. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième réaction? Tout simplement, on va écrire donc, en présence de KBr et en présence d'un sel de cuivre. Donc, c'est, on va dire, deux réactifs clés, en fait, qui sous-entendent tout simplement la formation d'une espèce nucléophile qui est Ber-. D'accord? Et lorsque l'on va faire réagir KBr, donc Br- en présence de sel de cuivre, donc souvent c'est un sel de cuivre 1, d'accord? Eh bien, on va tout simplement avoir une réaction que l'on a mis dans le cours comme une réaction avec perte d'azote, c'est-à-dire départ de la fonction diazo, et donc une substitution de l'atome d'halogène, de manière à former le para-bromophénol comme indiqué ici. D'accord? Donc, il n'y a pas de difficulté particulière à la synthèse de ce composé. On est ici sur la réaction que l'on a vue dans le cours, qui est la réaction de Sandmeyer, qui est souvent avec des espèces du cuivre, CuX, X pouvant être du chlore, du brome. Ça marche également avec l'iode, en prenant Ki. Ça marche également avec CuCN. Donc on a quand même une relative latitude pour introduire des nucléophiles sur le noyau aromatique. OK pour tout le monde? Alors, autre question. En milieu basique, donc pH 10, la réaction de C, donc C, je le réécris, le para-bromophénol, comme ceci, fournit majoritairement un éther D. D'accord? Quel rôle joue le milieu basique dans cette réaction? Quelle est la formule développée de D? Quel autre produit organique est susceptible de se former? Donc, le premier produit, au final, il est très facile. On se met en milieu basique, donc ça peut être OH- en fait, d'accord? On va tout simplement arracher un proton acide. Le proton acide, il n'y en a pas 50 000, c'est celui du phénol. D'accord? Ensuite, on va faire réagir le bromométhane, CH3
BR, et puis, hop, le tour est joué. Donc, une fonction éther, à ne pas confondre avec une fonction ester, c'est bien ici un groupe OCH3. Donc, on a du para-bromo-méthoxybenzène. OK? Donc, quelle est la formule développée de D? C'est fait. Quel autre produit organique est susceptible de se former? Argumentez votre réponse. Alors ça, je vous attends un peu au tournant parce que ce n'est pas forcément très facile. Alors, est-ce que quelqu'un ou plusieurs ont des idées là-dessus? Un oxyle avec 2 cycles benzène à chaque côté. C'est-à-dire, en gros, tu fais exactement la même réaction, mais en prenant le dérivé bromé de départ, c'est ça? C'est un peu l'idée ou pas? C'est ça? Pardon, c'était coupé la connexion. Est-ce que vous pouvez répéter? Donc, je repose ma question. Dans ce que tu proposes, hein, c'est la réaction du phénate, en fait, sur le composé de départ. C'est ça l'idée? Oui. Ah oui. C'est-à-dire ceci. Hop, comme ça. OK? C'est ça l'idée. Donc, on obtient un dérivé de ce type-là. C'est ça, en fait, l'idée? Oui. Alors oui, c'est une possibilité, mais qui est très négligeable. Ce n'est pas le produit susceptible de se former. Même si c'est un produit susceptible de se former, ce n'est pas celui-là qui est attendu. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Moi, j'ai trouvé autre chose. Vas-y, je t'écoute. En fait, c'était le produit C, auquel on a rajouté un groupement méthyle en position ortho du OH. Ici. Et ça? Oui, c'est ça, ouais. Comment tu fais? En fait, j'ai écrit après la SN2 du produit C, j'ai écrit une forme mésomère. Et du coup, la charge moins, elle se retrouve sur un carbone du cycle. Et ensuite, la charge, après, elle attaque le CH3. Et, et comment dire, après, on a un. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait, comme ça. Donc c'est bien ça, en fait. Donc ici, on va écrire à partir du phénate une forme mésomère. Donc je vais réécrire ici pour être un peu plus pédagogique. Hop, hop. Donc on a ça. OK? L'idée, c'est de délocaliser ici et de former. Donc là, on écrit en fait simplement une forme mésomère. D'accord? Qui permet tout simplement de former ici un carbanion. Et c'est donc ce carbanion qui réagit sur ce composé-là. Donc pour former le composé suivant. C'est ça que tu as obtenu? Oui, c'est ça. Et après, du coup, le H, qui est Ah, sur le carbone avec le CH3, il va se rabattre et comme ça, on voilà. aura un Ce qui alcool. est important, et pour quelle raison? Pour quelle raison ça va se rabattre? Ouais. Je sais pas. Ah. Donc effectivement, ça reste pas sous la forme du dérivé carbonylé. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pour quelle raison? Qu'il faut aller plus loin. Ça a été dit plusieurs fois dans le chat, c'est le retour à l'aromaticité. Ah, c'est vrai, je l'ai bien vu. Il faut que je prenne l'habitude de regarder le chat. N'hésitez pas à utiliser, il faut juste me faire penser à regarder de temps en temps. Effectivement, ici, si on en reste là, parce que ça aurait pu être éventuellement un sous-produit, au final, on a un composé qui aurait perdu son aromaticité. Or, pour des raisons dont on a déjà parlé, on sait bien que ce n'est pas favorable. Donc ici, au final, il faut revenir à l'aromaticité
de manière à reformer le phénate, comme ceci. D'accord? Donc là, on a bien le retour à l'aromaticité, et ensuite, par hydrolyse, eh bien, le O-, il redonnera le phénol. D'accord? Donc, effectivement, un autre produit, au final, aurait été celui-là. D'accord? C'est-à-dire avec un CH3 sur la position ortho. Alors, on a essentiellement la position ortho parce que c'est la plus riche en électrons. C'est celle qui est la plus proche, on va dire par rapport, à la délocalisation ici. D'accord? Donc, c'est une position qui est beaucoup plus réactive. Tout ça pour vous dire qu'au final, ici, non. D'accord? Parce que déjà, au final, on ne pourrait pas éliminer l'H+, d'accord? Et surtout parce que la densité électronique n'est pas suffisante. D'accord? Donc le méthyle, au final, se met que en position ortho et non pas en position para déjà occupée. D'accord? Donc quel autre produit organique est susceptible de se former? Eh bien, c'est celui qui introduit le CH3 en position ortho. Argumentez votre réponse, on vient de le faire. C'est OK pour tout le monde? Monsieur, j'ai une question par rapport à la roticité. C'est la base qui va arracher le hydrogène ou c'est juste par rapport à la stabilité, il va se faire toute seule? Oh, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être Br- qui récupère un proton, tout simplement. Ok, d'accord. D'accord? Mhm. On poursuit. Hop. Alors, on change. Le magnésium 2D est traité par de la carboglace. Puis le milieu est hydrolysé par une solution aqueuse acide, donc H3O+. On sépare E, dont la réduction dans des conditions douces permet d'obtenir le paraméthoxybenzaldéhyde. Alors, citer deux solvants utilisables pour la synthèse du magnésium 2D. Quelle particularité présente le molécule? Écrire la réaction du magnésium 2D sur la carboglace. On va d'abord commencer par là. Quels critères thermodynamiques? On verra. Et lors de cette dernière opération, on verra ça après. Donc, ici, on part du composé suivant. Donc, au CH3, hop, Br. On fait réagir le magnésium, donc Mg. Donc, bien évidemment, on le fait d'abord. MgBr. Et un coup de CO2. Donc ça, vous connaissez. Je ne m'attarde pas. Hop. Ici, on délocalise. Et un coup d'hydrolyse acide. On récupère le composé indiqué. Alors, voilà, on sépare E, donc ça c'est le composé E, hop, dont la réduction dans des conditions douces permet d'obtenir le paraméthoxybenzaldéhyde. Hop. Voilà le composé. Alors, citer deux solvants utilisables pour la synthèse du magnésium. Donc ici. Je vous écoute. Allez, oui. Ouais, de l'éther anhydre. Donc c'est du diéthyléther. Autre. THF? Ouais. Donc le THF qui est l'équivalent mais cyclique en fait. On ne va pas se compliquer la vie. Hop, voilà. Bon, c'est les deux plus courants. Il y en a d'autres. On peut faire dans des hydrocarbures, des hydrocarbures de type alcane. Bon, c'est pas courant, mais ça peut s'envisager. Ce qu'il faut éviter, c'est surtout certains solvants dont on reparlera demain avec les deux derniers groupes.
Les autres, vous pouvez faire le rapprochement avec ce que j'ai dit ce matin. Alors, quelles particularités ont ces molécules? Elles ont quoi comme particularité? Les doublés d'oxygène, elles vont aller complexer le magnésium. Ouais. Effectivement, on a l'oxygène qui vient ici par ces doublés en fait non liants. Donc en fait, ça stabilise en fait le magnésien. Donc c'est parfois un aspect qui n'est pas toujours très développé ou très décrit, d'accord, mais vous pouvez avoir une quantité non négligeable de molécules de solvant qui vont venir par les doublés non liants, on va dire stabiliser votre magnésien, d'accord. Donc particularité présente leur molécule, c'est d'avoir des doublés non liants ici et ici, d'accord. Alors, écrire la réaction 2D sur la carboglace. Donc, la carboglace, c'est du CO2 solide. Hein. Donc, ça, c'est fait. Alors, quels critères thermodynamiques? Alors, ça fait peur qu'on emploie ce terme-là. Doit-on utiliser pour, surtout en chimie organique, hein, donc, quels critères thermodynamiques doit-on utiliser pour fixer l'ordre de grandeur du pH de l'hydrolyse? Donc, ici. Le chauffage? C'est pas un critère thermodynamique, le chauffage. Pas vraiment. Non, c'est pas ça. En plus, on est sur une hydrolyse. Donc, normalement, les hydrolyses, comme vous avez dû le faire en TP, d'accord, généralement, qu'est-ce que vous avez mis en place comme condition pour cette hydrolyse? Il faut fixer le pH inférieur au pK. Ouais, donc ça, c'est effectivement la réponse. La question précédente, souvent, on met de la glace. Quand vous hydrolysez, souvent, effectivement, on fait une hydrolyse à froid. C'est justement pour éviter, on va dire, des réactions parasites et surtout une relative violence de la réaction d'hydrolyse. D'accord? Donc ça, c'est plutôt le côté pratique. Hein. Donc ici, le critère thermodynamique, c'est effectivement, lors de l'hydrolyse, on veut obligatoirement avoir ici une fonction acide carboxylique. Donc, pour avoir une fonction acide carboxylique, ben, la grandeur, en fait, c'est tout simplement le pK. Il vous faut un pH qui soit inférieur au pK. D'accord? Les acides carboxyliques ont un pK de combien? Entre 4 et 5. Ouais, c'est plutôt entre 3,5 et 4. Hein. Donc 4,5, tu es déjà assez élevé. Donc on va dire au moins, allez, on retenait 4. Hein. Là, on est plutôt sur 3,8. Hein. Donc ça veut dire que lors de votre hydrolyse, hein, ici, vous devez avoir un pH inférieur au pK de manière à obtenir la forme carboxylique. Si vous êtes à un pH trop élevé, ben, le risque, c'est de récupérer, on va dire, une forme carboxylate. Voilà. D'accord? Donc, la grandeur thermodynamique, c'est tout simplement le pK et on veut donc un pH inférieur au pK. Lors de cette dernière opération, on observe un abondant dégagement gazeux. Quelle est sa nature? Pourquoi est-il produit? C'est bien la musique, mais c'est pas très organique. Hein. Alors, je vous écoute. Dégagement gazeux. On observe un dégagement de CO2 puisqu'il est en excès. Après, Ouais. je ne sais pas si c'est ça la justification. Si, en partie. Et puis, lors de l'hydrolyse, au final, on va dire lors de l'hydrolyse, on va dire de ton magnésien, tu vas généralement favoriser la décarbonylation. D'accord? Donc, il faut faire une acidification quand même relativement prudente pour éviter ici de décarboxyler. Mais la raison, effectivement, c'est tout simplement que l'on utilise de la carboglace.
donc c'est du CO2 solide, on en est généralement en large excès, et donc lorsque l'on hydrolyse, généralement, on observe un dégagement gazeux de CO2. Alors, on peut, dans certains cas, pousser le raisonnement un peu plus loin, mais bon, il est un peu plus tordu. C'est tout simplement, lorsqu'on fait un magnésien, on utilise du magnésium. Si on travaille avec un trop grand excès de magnésium, lors de l'hydrolyse, on peut éventuellement, donc, par exemple, avec de l'acide chlorhydrique que l'on peut utiliser pour faire notre hydrolyse, on va former du MgCl2. D'accord? Mais potentiellement également de l'H2. Et donc, on peut éventuellement observer un petit dégagement de H2, mais généralement, vous avez tout consommé le magnésium, donc ce n'est pas cette réaction ici de dégagement de l'H2 que l'on observe, c'est le dégagement du CO2. D'accord? Donc, voilà ce que l'on pouvait dire pour cette question numéro 3. Hop, on continue. Alors, l'addition de B'. Donc, B', c'est notre dianion. Donc, ici, hop, hop, avec la forme carboxylate. Donc, sur F. Alors, F, c'est quoi déjà? C'est le benzaldéhyde. Donc, méthoxylé. Hop, méthyle. Donc, l'addition de B' sur F conduit après hydrolyse à G dont la déshydratation acido-catalysée fournit H, dont on donne la formule brute. Donnez les formules développées de G et H en justifiant le site attaque de B'. Bon, ça c'est facile. On a un carbone ici qui est delta+. D'accord? Donc, favorable à une attaque d'un nucléophile. Donc, c'est ce qui se passe. On attaque ici. Hop. On obtient quelque chose qui va ressembler à ceci. D'accord? Donc ça, c'est juste le résultat. Donc, sur F conduit après hydrolyse à G. D'accord? Donc, un coup d'H+, on va tout simplement, enlever toutes les charges. Comme ceci. D'accord? Dont la déshydratation acido-catalysée, donc on sait bien ce que ça veut dire en fait, déshydratation, donc H+, donc ça veut dire que c'est du moins H2O, et sous-entendu de la chaleur, dans certains cas ça peut arriver, que ce soit indiqué, fournit H, dont on donne la formule brute. D'accord? Donc on va déshydrater, la réaction de déshydratation conduit à un alcène, ça on sait. Donc, c'est assez facile. Comme ceci. H. OK? C'est bon pour tout le monde? Donc, on suppose que cette réaction de déshydratation en milieu acide, elle est bien maîtrisée, hein, pour éviter, encore une fois, tout problème d'hydrolyse potentielle du nitrile. D'accord? Donc, on obtient H. Alors ensuite, petit b, une hydrogénation partielle, mol à mol, donc ça veut dire 1 pour 1, permet de transformer H en I.
La décarboxylation de I conduit à J, le traitement de J par du dibrome dans une solution d'acide acétique en présence de LBr3, donc ça on connaît, permet d'obtenir K. Préciser les formules IJK, justifier l'obtention d'un seul isomère lors de la dernière réaction. Donc, que fait-on en hydrogène? Déjà, donc H2, donc partiel. On suppose qu'il y a un métal, on va mettre par exemple du palladium sur charbon. On va obtenir l'hydrogénation de la double liaison. D'accord? Mol à mol est important, ça vous évite de partir potentiellement sur l'hydrogénation des nitriles qui peuvent éventuellement se faire effectivement sous hydrogène. D'accord? Donc le mol à mol, c'est 1 pour 1. Donc là, effectivement, on va plutôt privilégier l'hydrogénation de la double liaison. On obtient donc le composé suivant. Comme ceci. Voilà, en la décarboxylation, donc ça c'est le composé I, la décarboxylation, donc moins CO2, conduit à J. Donc le CO2, il est là-bas en haut, hop, donc tout ça, on le vire, hop, et on récupère. Comme ceci. Le traitement de J, donc ça c'est le composé J, le traitement de J par de dibrome en solution dans l'acide acétique en présence de LBr3 permet d'obtenir K. D'accord? Justifier l'obtention d'un seul isomère lors de la dernière réaction. Donc quelle réaction on fait ici? Normalement, avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Ouais. Donc, c'est quel type de réaction? Une substitution électrophile? Ouais. Br2 AL Br3. C'est bien la formation de Br+, un bel électrophile vis-à-vis d'un noyau aromatique. Tout est, on va dire, en phase. Question, où positionne-t-on le Br? Là-dessus, à votre avis? En ortho du OCH3? Oui, ici. D'accord, j'espère que tout le monde sait pourquoi. D'accord, on a un groupe orthodirecteur. Donc, j'ai pris pas le mécanisme, hein, d'accord. Est-ce que c'est une position très favorable? Bah, pour savoir ça, il faut regarder les différents groupes. Donc, on a vu que ça, c'était orthopara-directeur. Et à votre avis, ça? Le CN, il pompe les électrons. Et donc? Et donc métadirecteur. Ouais. Ici, on a un groupe électroattracteur. La raison, bah, c'est tout simplement que ici, ça tire dans ce sens-là. Donc, on a notre petite pompe à électrons. Donc, c'est une petite pompe à électrons parce qu'effectivement, on a 2 méthylènes entre les deux. D'accord? Mais, on va dire, les électrons, on va dire, sont quand même attirés par ce groupe fortement électroattracteur qui est le nitrile. D'accord? Donc, les électrons sont tirés comme ça. OK? Donc, au final, on a quand même un groupe, globalement, qui est plutôt métadirecteur. S'il est métadirecteur, ça va
activer exactement la même position, on va dire, qui est en ortho du méthoxy. Donc globalement, les deux groupes orientent vers la même position. On a plutôt une position favorable, d'où l'obtention d'un seul isomère. D'accord? En plus, on est plutôt sur des monohalogénations. Donc, en aucun cas, on va, à mon avis, taper ici. D'accord? C'est OK pour tout le monde? Je suppose que oui. Je continue. Alors, suite à une réaction non décrite, permet de transformer K en L. Donc, la question ne vous est pas demandée comment. Donc, on part tout de suite du composé L qui permet à ceux qui auraient eu des problèmes sur les questions précédentes de repartir sur une base saine pour terminer l'exercice. L'addition d'un excès de iodure de méthylmagnésium sur L, qui est ce composé, fournit après hydrolyse acide deux produits isomères, M et M'. Ce dernier donne un test positif à la 2,4-dinitrophénylhydrazine. Justifier la formation de M', donner sa formule développée et donner la formule développée de M. La réaction d'obtention de ce dernier est-elle stéréospécifique? Bon, ça, on verra après. Alors, à votre avis, ici, que fait-on? Ouais, effectivement, on retrouve ici le fragment qui est intéressant, que l'on peut mettre en avant de la manière suivante. Donc, à chaque fois, l'écriture de forme mésomère. D'accord? Et donc, vis-à-vis d'un nucléophile, ce qui est le cas parce que ici, on a un CH3, ça va attaquer soit ici, d'où le terme de compétition entre une attaque en 1,2 et une attaque en 1,4. D'accord? Donc, on retrouve ce fragment dans la molécule L. On va donc, bien évidemment, avoir ces deux solutions. Restera ensuite à déterminer qui est M et M'. Donc, première solution, deuxième solution. Donc ici, première solution, je vais attaquer en 1,2. Donc, OMGI, et puis ici, donc là, il y a un méthyle, le CH3. Pas oublier le CH3, hop, d'accord, qui va conduire après hydrolyse un alcool. Sans toucher à la double liaison. Donc ça, c'est l'attaque en 1,2. Donc c'est effectivement la réaction de Michael. Et ici, donc, on va envisager l'attaque en 1,4. Donc, on attaque ici. Donc, on va méthyler. C'est là où il faut être vigilant à ne pas oublier les groupes. Hein. D'accord? On a délocalisé la double liaison. D'accord? Et on forme OMGI. Donc là, il y a toujours un méthyle. Et puis, donc, par hydrolyse acide, on obtient ceci, qui est en équilibre tautomère avec ceci. D'accord? Donc, au final, à quelle structure on attribue M et M'?
Donc on voit que M' ici donne un test positif avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine. La 2,4-dinitrophénylhydrazine, c'est ce qu'on appelle la DNPH, dont on a parlé en cours, et qui permet de caractériser quoi? Ouais, les dérivés carbonylés simples, bien vu. Donc ici, M', donc forcément l'autre, c'est... D'accord? Donc c'est relativement facile, pour peu que l'on ait bien évidemment les éléments en main. La réaction d'obtention de ces derniers est-elle stéréospécifique? Donc c'est pour la formation de M. D'accord? Ici, stéréospécifique. Ça voudrait dire quoi si la réaction est stéréospécifique? Ça veut dire quoi, stéréospécificité? Ouais. Mais donc on peut voir ça comme ça. Mais le fait d'avoir quelque chose de stéréospécifique permettrait de conclure à quoi? Non, justement. Si on parle de stéréospécifique, ça veut dire quoi? Le mot, il a toute son importance ici. Ça veut dire que si on choisit un des deux, Ouais. il y en a un des deux qui sera formé de façon préférentielle? Ah non, pas préférentielle. Exclusive. Ok. La stéréospécificité, c'est du 100%, qui est différent de la, comment dirais-je, régiosélectivité ou stéréo-régiosélectivité. Si on a une réaction qui est stéréo-régiosélective, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité d'avoir un mélange. Et dans ce mélange, avoir un composé prépondérant, par exemple du 60-40. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a une certaine sélectivité. D'accord? Donc stéréosélectivité, vous avez un produit qui est majoritaire par rapport à l'autre. Lorsque l'on parle de stéréospécificité, c'est du 100% de la stéréosélectivité, si vous préférez. D'accord? Donc, ici, j'ai enlevé régio, je vais mettre plutôt stéréosélectivité. D'accord? Vous pouvez avoir un mélange RS, typiquement, puisque c'est l'exemple qui nous a été donné, de 60-40. Ça veut dire que vous avez un produit qui est prépondérant par rapport à l'autre. Lorsque l'on parle de stéréospécificité, vous avez 100% de l'un ou 100% de l'autre, peu importe. Mais c'est du 100%. D'accord? Ça, c'est important. Donc, au final, quand vous regardez le composé qui est ici, et globalement la structure qui est là, qu'est-ce que l'on peut dire de la stéréochimie de cette structure? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que cet enchaînement, il est comment? Il est relativement plein. Ouais, il est dans un plan. D'accord? Ce qui veut dire que ton CH3, du magnésien, d'accord, au final, on peut concevoir qu'il attaque par le dessus ici, mais potentiellement par le dessous. D'accord? Si on a une réaction stéréosélective,
on aurait éventuellement un mélange des deux. En clair, si je reprends la structure, on aurait quelque chose qui pourrait ressembler, par exemple, donc, à ça. Plus. Donc ça, le premier, c'est l'attaque par le dessus, et l'autre, plutôt par le dessous. D'accord? Non, c'est l'inverse, pardon. Hop. Donc ici, on aurait le CH3 au-dessus et le EH en dessous. D'accord? Avec une proportion relative des deux. D'accord? Donc, si on a une stéréosélectivité, c'est qu'on a un enrichissement de l'un par rapport à l'autre, qui peut être plus ou moins fort. Donc, 55-65, enfin 55-45, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, tout ça, c'est, on va dire, stéréosélectif. Si on parle de stéréospécificité, ça veut dire que l'on aurait 100% d'un seul. D'accord? À votre avis, est-ce que la réaction est stéréosélective ou, comme indiqué, est-elle stéréospécifique? À votre avis? Plutôt stéréosélective. Donc, on aurait un mélange des deux. Oui. Oui, je suis d'accord. Pour moi, on n'aura pas de stéréospécificité. J'y crois pas. D'accord? En revanche, la réaction serait plutôt stéréosélective, c'est-à-dire avoir un enrichissement de l'un par rapport à l'autre. Pour quelle raison? Il y a engombrement stérique de CH3 et H. Exactement. Alors le H, on le laisse tomber, il est trop loin. Par contre, on a ce CH3 là. Vous voyez bien? Et il a une certaine configuration. Il vient vers vous. D'accord? Donc, au final, pour vous, le CH3, préférentiellement, il attaquera par le dessus ou par le dessous? Par le dessous? Par le dessous, tout à fait. Donc, au final, ici, ce que j'ai représenté est plutôt faux. D'accord? J'aurais dû représenter plutôt le CH3 en dessous et le OH au-dessus. Ah, ça rigole pas. Hein. Donc ici, j'aurais plutôt vu le CH3 en dessous et celui-là au-dessus. D'accord? Ça veut dire qu'au final, on aurait favorisé, on va dire, la voie qui est ici, que j'indique ici en bleu, prépondérante, sachant que le méthyle, il pointe plutôt vers le dessus. Donc plutôt, on va dire, vers le haut de la structure plane qui nous intéresse ici. Est-ce que c'est clair tout ça? Moi, j'ai une petite question. Mais du coup, ça veut dire que le fait que le CH3 va avoir moins d'encombrement, enfin plutôt que le CH3 va avoir plus d'encombrement stérique s'il est en haut, c'est parce que c'est des géométries tétraédriques. Bah, tu as un carbone hybridé sp3. Hein. Ouais, et donc du coup, même s'il y a OH, par exemple, OH, il a quand même des doublets, donc il peut y avoir aussi des répulsions électroniques. Non. Ok. Non. Les doublés, répulsions électroniques, laisse tomber. Ok. D'accord. Donc, non, ce qu'il faut bien voir, c'est la structure plane ici de votre système, on va dire, de type énol. D'accord. Et au final, le dérivé carbonylé, d'accord, il est bien plan. Et donc, si tu as quelque chose qui est effectivement, on va dire, qui encombre une face, eh bien, ton CH3 de ton magnésien, il attaquera par la face qui se situe en dessous.
Ok. préférentiellement. Donc souvent, alors ça c'est quelque chose, je pense qui est de votre niveau en fait, que l'on pourrait aborder en cours, mais généralement c'est plutôt au niveau du cycle ingénieur que l'on traite ça. Ce sont des règles en fait, hein, mais que l'on peut travailler sous format Newman. Au final, le CO ici, on peut le mettre comme ça. D'accord? Et donc en fonction des groupes qui se situent ici, donc pour des raisons stériques, on va éclipser le groupe avec le CO, d'accord? Et en fonction, donc le gros groupe, si je puis dire, on va dire que l'on va éclipser avec l'oxygène. Et donc ici, on a un petit et un moyen, d'accord? Et bien globalement, vous comprenez que l'attaque, elle va se faire préférentiellement du côté du plus petit groupe et non pas de l'autre côté où vous avez un groupe ici qui est un peu plus volumineux. Eh bien, c'est exactement le même principe. Donc, il y a des règles, en fait, pour régir un petit peu cette analyse et, on va dire, pour anticiper, on va dire. Mais là, on est typiquement dans ce cas de figure. Le moyen, au final, c'est le CH3. D'accord? Et donc, on va attaquer de l'autre côté. OK? Bon, ça, c'est un autre problème. Donc, voilà un peu ce que l'on pouvait faire sur cet exercice. Alors ensuite, l'ozonation de M', c'est con, j'ai effacé M'. Alors, je vais la réécrire rapidement. Donc, c'est ce composé-là. Hop. CH3 et le méthyle ici. Donc, on est bien sur M'. Donc, l'ozonation de M' suivie par une hydrolyse en milieu réducteur permet d'isoler N. Proposer une structure de N en envisageant sa participation sous forme isomère de M', dont on donnera la justification. Donc, à votre avis, l'ozonation, ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut faire l'ozone de M'? L'ozonation de M'? À votre avis, quelle structure? Si, c'est possible. Alors, je termine ma question, puis tu me répondras. Quelle structure a-t-on besoin pour faire une réaction d'ozonolyse? On a besoin d'un double liaison carbone-carbone et ici on a un cétone et aussi on a c'est aussi un énol, c'est un cétone voilà. énolisable. Ok. Donc, oui, c'est la même chose. Ozonation ou ozonolyse, c'est la même chose. D'accord? Donc, effectivement, il faut obligatoirement, pour faire une réaction d'ozonation ou d'ozonolyse, une double liaison carbone-carbone. Sur le composé M' tel qu'il est indiqué, on ne l'a pas. Par contre, ce que l'on sait faire, c'est avoir un équilibre tautomère. Et dans cet équilibre tautomère, on peut mettre en avant une fonction énol. Et même si l'équilibre est peu favorable à l'énol, il peut cependant réagir et donc déplacer, on va dire, l'équilibre vers sa formation au fur et à mesure de sa consommation. D'accord? Donc effectivement, ici, c'est ce qui va se passer. D'accord? On va couper. Hop, hop. D'accord? Et vous avez donc formation. Donc ici, au final, on récupère une fonction acide. Et en bas, une fonction aldéhyde. D'accord? On indique hydrolyse en milieu réducteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aldéhyde reste comme ça, non?
Ouais, ça veut dire que quelque part, même si ce n'est pas clairement exprimé, d'accord, la réaction s'est faite en présence de composés qui permettent la suroxydation. Donc ça peut être du zinc, ça peut être éventuellement des sulfures, ça marche également, d'accord. Mais comprenez derrière ça que effectivement on veut conserver cette fonction aldéhyde et donc l'hydrolyse en milieu réducteur permet effectivement d'isoler le composé N, d'accord. Proposer une structure de N en envisageant la participation d'une forme mésomère de M'. Donc, au final, on avait anticipé, tout est vraiment dans le texte. Hein. Franchement, ce n'est pas un exercice très compliqué dont on justifiera la présence dans le milieu réactionnel. Donc, c'est simplement en écrivant la forme mésomère. D'accord? Donc, sur ce composé-là, hop, on poursuit. Le traitement de N dans le méthanol en léger excès fournit eau. Par addition de NaBH4 en solution hydroalcoolique, eau est transformée en P. Le chauffage en milieu sulfurique donne Q, dont la réduction permet d'obtenir le composé de départ. Donc c'est bien, on l'a, la structure. Préciser les formules de OPQ. Donc, première réaction, on fait réagir ça dans le méthanol. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une estérification? Oui, tout simplement. On va former l'ester. Donc ça nécessite une petite goutte d'acide. D'accord? Réaction d'estérification. Donc là, vous voyez le traitement de N par le méthanol en léger excès. Donc c'est simplement pour bien déplacer votre équilibre. D'accord? De manière à avoir une réaction quand même relativement quantitative. OK? Donc l'excès de méthanol, on peut le justifier. On obtient bien l'ester. Ensuite, on réduit par NaBH4. NaBH4, c'est un réducteur doux, d'accord? Que va-t-on obtenir? Ou que va-t-on faire, plus exactement? Bah, c'est indiqué, au final. On réduit l'aldéhyde? Ouais, on réduit l'aldéhyde en quoi? En alcool? Ouais, attention, on obtient bien CH2OH. N'enlevez pas un atome de carbone. Hein. Si vous écrivez juste OH, vous n'avez pas bien réduit votre aldéhyde. D'accord? Donc NaBH4 en solution hydroalcoolique. Donc NaBH4, c'est un réducteur doux, donc ce qui permet d'avoir une relative sélectivité sur la réduction des aldéhydes et non pas des esters. D'accord? Donc on obtient P. Le chauffage en milieu acide sulfurique, à chaud, donne Q, dont la réduction permet d'obtenir le grand disol. Donc ici, que va-t-on faire? C'est une déshydratation? Ouais, tout simplement. On va former une double liaison. En plus, si vous regardez la structure du grand disol, au final, on est dans le bon tempo. Hein. D'accord? Donc avec la stéréochimie qui vous est imposée par rapport à l'hydrogène, d'accord? Donc ça, c'est plutôt vers le bas. Donc au final, il suffit de recopier. OK? Donc on a bien le composé Q, dont la réduction permet d'obtenir le grand disol A. Donc au final, il reste à réduire l'ester. On va utiliser quoi comme réducteur, par exemple? Du zinc? Non. Le zinc... Non, parce que quand vous regardez la structure du grand disol, on a bien la structure OH. D'accord? Donc, il y a de fortes chances pour que le réducteur soit lequel? Ouais.
Ah ouais, LILH4, ouais, mais j'ai pas l'habitude de regarder le chat, hein. J'ai déjà suffisamment d'écran à regarder. LILH4, ouais, donc qui a un réducteur beaucoup plus fort et qui permet effectivement de réduire les esters en alcool. D'accord? Ça passe transitoirement d'ailleurs par l'aldéhyde. D'accord? Hein, qui est ensuite lui-même réduit par LILH4 pour conduire à l'alcool. OK? Donc, quel est le rôle de NABH4 dans la transformation odon-P? Donc, ça, on a vu. Pourquoi utilise-t-on ce réactif? Bah, c'est un réducteur relativement doux qui permet de réduire sélectivement les aldéhydes. Quel est l'intérêt du traitement de N par le méthanol? Donc, ici. Bah, déjà, les acides carboxyliques ne sont pas des composés qui sont forcément très faciles à réduire. On préfère réduire des esters. Donc le méthanol permet d'obtenir une fonction ester que l'on peut réduire proprement, on va dire en fonction alcool. D'accord? Donc ça fait partie effectivement des intérêts que l'on peut mentionner. Ça permet d'avoir un groupe, on va dire, qui correspond à un carbonylé supérieur, qui ne sera pas réduit par NaBH4. Les acides, dans certains cas, ça peut être réduit par NaBH4. Donc, je vous ai dit, globalement, c'est des dérivés carbonylés supérieurs, donc c'est LiH4, mais bon, parfois, on a des surprises avec les fonctions CO2H et NaBH4. Donc, je pense que là, on veut s'affranchir de ces problématiques et on fait l'ester. Là, on est sûr qu'il n'y a que LiH4 qui pourra le réduire. Voilà un peu la différence entre les deux réducteurs, NaBH4, réducteur doux, et LiLH4, réducteur beaucoup plus fort. Donner les réactions se produisant lors du chauffage en milieu sulfurique, bah, c'est une réaction d'élimination. D'accord? Donc ça, c'est pas très compliqué, hein. On va protoner ici. D'accord? Et puis l'hydrogène qui est là va s'éliminer, hop, et expulser la molécule d'eau. Donc c'est un mécanisme plutôt concerté. Donc on est plutôt ici sur un mécanisme E2 d'élimination du second ordre. D'accord? Alors préciser les configurations absolues des atomes de carbone asymétrique du grand disol. Donc le grand disol, hein, vous avez sa structure dans l'énoncé. Donc ici on est en dessous. Et le CH3 il est au-dessus. Et l'hydrogène, il est également au-dessus. Donc vous avez trouvé quoi comme configuration? Donc les configurations absolues, hein, vous êtes obligé de regarder l'ordre de priorité de ce carbone ici. D'accord? La difficulté ici, c'est qu'on a beaucoup de groupes alkyles. Donc on est obligé d'aller chercher l'ordre de priorité très très loin. D'accord? Donc les ordres de priorité, au final, ici vous êtes un carbone OH. Ici on est sur un carbone double liaison. D'accord? Et ici uniquement sur un CH2. OK? Donc les ordres de priorité, c'est plutôt ici, ici et le méthyle. Donc le méthyle étant considéré comme le petit groupe. D'accord? Puisque généralement, quand on a un carbone asymétrique, bah, vous avez souvent un hydrogène. Donc vous regardez l'hydrogène fuyant, et puis ensuite vous avez un ordre de priorité, par exemple R ou S, peu importe. Donc ici, sur le dessin que j'ai donné, R, d'accord, mais vous avez un petit groupe qui est fuyant. Ici, sur les composés, vous n'avez pas de petit groupe H, donc vous êtes obligé de prendre le plus petit groupe. Et le plus petit groupe, pour moi, c'est le CH3. Donc, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder la configuration, sauf si je me suis trompé, hein, ce qui peut toujours arriver. J'ai trouvé R pour le dessus et S pour en dessous. Voilà. Avez-vous des questions?
Tout est clair? J'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes même pas là. Ah, mince. Moi aussi, Et pour moi, Après, ça dépend de l'ordre de priorité que tu donnes au groupe hydroxy et au groupe insaturé. Donc, pour moi, j'ai pris C1 ici, C2 ici et C3 là. Donc, est-ce que je me suis trompé? C'est possible, hein. pourquoi C2, c'est pas à la place de C1? Parce que le carbone du dessous, il est lié à 2 autres carbones, alors que... Ouais, mais le poids atomique de l'oxygène est supérieur. Oh. D'accord. Donc en fait, le groupe CH2-CH2OH, il est prépondérant. Donc en fait, tu as peut-être raison, c'est Manon qui a proposé S. Ouais, c'est possible, mais pourtant je pense avoir à peu près bon quand même. Donc celui du bas, il est sûr, c'est S. Et celui du haut, j'ai pas le résultat, j'ai pas la correction. Donc pour moi, le C3, si je ne me suis pas trompé dans l'ordre de priorité, 1, 2, 3, il tourne S, ouais, tu as peut-être raison, il est peut-être S également. Parce que, au final, on tourne dans le sens, mais le CH3, il pointe vers le haut, donc il faut inverser, d'accord, pour avoir le plus petit groupe fuyant. Donc, si je regarde par en dessous, non. Si je regarde par ici, d'accord, en imaginant ça fuyant, je tourne 1, 2, 3. Ouais, il est S. Ouais, c'est S. Donc les deux carbones seraient S. Et celui du dessous, il n'est pas R du coup? Non, celui du dessous, il est R a priori. Donc là, on a le carbone ici qui est prépondérant. Alors, celui-là est prépondérant. 1, 2. De toute façon, on a la même numérotation en fait. Donc. C'est bon du coup. Non, il est S. Celui du bas, c'est sûr, il est S. J'ai un doute pour celui du haut, mais bon, c'est possible, il faudrait l'écrire différemment, mais effectivement, 1, 2, 3. Non, mais si, je pense qu'il y a mauvaise numérotation parce que le carbone, ce que vous avez noté 2, c'est en fait 1. Je pense que c'est inversé et c'est R. Non, quand tu regardes en fait tes carbones, donc. Il y a CH2 pour le C1 que vous avez noté. Après, il y a CH. Du coup, moi, j'aurais pris le CH qui est en. Comment dire? Celui du bas, il est relié à 2 carbones, alors que celui du en haut à droite, il est relié qu'à un seul carbone. Donc pour moi, il est prioritaire. Oui, oui, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec Mariana. Du coup, c'est bien pour moi, il est R. là. Pour moi, c'est RS. Il a dit Oui, le oui, poids oui, de c'est ça. l'oxygène. Ouais. Il a parlé du poids de l'oxygène. Ouais, mais le poids de l'oxygène, c'est quand vous avez quelque chose, on va dire, où il y a une compétition. Si effectivement vous n'avez pas si vous n'avez pas un CH2 ici, parce que vous avez remplacé un hydrogène, c'est-à-dire par exemple un CC, d'accord,
Effectivement, en dessous, ça prend la prépondérance. L'oxygène, il prend par rapport à un autre atome de carbone, d'accord? Mais si vous n'avez pas l'enchaînement CH2-CH2, d'accord? Mais un CH2-CC, par exemple, là, effectivement, c'est l'autre groupe qui prend le pas. Donc, au final, non, je pense que donc c'est bien R au-dessus. On est d'accord? A priori, oui. Ouais, du coup, ça donne R au-dessus, ouais. Ouais. Bon. Donc c'est Bon, RS. honnêtement, c'est pas stratégique, hein, mais là, on est vraiment, par contre, sur un cas assez complexe. Il faut vraiment bien regarder l'ordre de priorité et l'écrire surtout proprement. Moi, c'est un peu le bazar, honnêtement. Donc, bon, ça reste pas stratégique. Si vous avez du temps, éventuellement, repenchez-vous vraiment sur la question en écrivant proprement la structure, mais elle n'est pas, voilà, c'est pas, on va dire, stratégique dans la globalité de l'exercice. Donc, je vais vous laisser parce que il est pile 15 heures. Écoutez, demain, même opération, on continue. Donc, si vous avez le temps de faire l'exercice, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, hein, le composé bicyclique, hein, on le corrigera demain. Par contre, il est assez court, donc prévoyez éventuellement de le faire le suivant également. Je ne sais pas comment il s'appelle, je vois que c'est 2 médicaments ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on aura le temps de corriger les deux. Donc, je vous donne rendez-vous demain, même combat. D'ici là, bonne continuation. Au revoir. À demain. Merci beaucoup, au revoir. Merci.